Donc, bah, écoutez, merci, bonjour. Déjà, merci à vous tous d'être présents au webinaire de ce matin, à la formation, information de ce matin. Dominique Loriot, bienvenue. C'est une première pour vous, en tout cas, d'association avec CAP. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie qu'on puisse travailler ensemble, surtout sur un sujet aussi prégnant que celui que vous allez nous présenter. Dominique, bah, vous êtes connu comme le loup blanc dans le monde de la santé. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez, je ne devrais pas dire plus de 20 ans, mais ça fait quelques années que vous travaillez dans le domaine comme directeur d'établissement. Vous avez été directeur pendant pratiquement 15 ans de la Parisière, un établissement situé en Rhône-Alpes. Vous avez été aussi expert numérique à la NAP. Vous avez été informaticien, vous êtes passé par la case aussi informaticien, donc vous êtes métier. Ce qu'on aime chez CAP, c'est d'avoir en effet des personnes qui sont du cru, des mains dans le cambouis, comme on dit, et métier, donc très important. Et là, depuis un an, vous êtes effectivement consultant en management et numérique en santé, donc avec une création d'entreprise qui s'appelle UX Santé. UX, tout le monde en parle en ce moment, l'expérience client. Donc là, on est sur l'expérience, en effet, de l'établissement qui est le partenaire, mais aussi de l'usager. Donc, on est typiquement dans cette expérience santé usager et partenaire d'établissement. Deux mots sur ces lieux en numérique. Donc, vous avez compris que c'était en effet généraliser le partage et fluidifier et sécuriser donc, des données de santé pour les professionnels de santé et pour les usagers. Dominique vous parlera du planning, des enjeux, on va dire, économiques, mais aussi des enjeux de planification qui vont être en effet intéressants pour les établissements de santé. 2 milliards d'euros, je crois que c'est ça, donc qui sont concédés pour cette partie numérique santé, donc 1,4 milliard pour le partage des données sur 3 ans et 600 millions pour les établissements médico-sociaux. Donc ça, Dominique, vous allez nous le préciser, avec la volonté en effet de mieux prévenir et mieux guérir. Donc, c'est tout un programme. Dominique, je vais vous laisser la parole et en effet, nous brosser tout ce paysage, tout ce schéma en fait du numérique en santé. En tout cas, merci encore Dominique. Et surtout, c'est un échange. Merci d'être là. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous levez la main, vous mettez dans le chat aussi parce qu'on y répondra aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Auprès de Dominique si vous avez des questions et interagir et nous faire part aussi de votre expérience. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rentrer dans le programme du Ségur numérique? Voilà. Dominique. Bien, merci Isabelle. Merci Isabelle. Deux précisions. Alors, mon activité de consultant, c'est en 2019, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et effectivement, j'ai un profil un peu atypique, directeur et aussi responsable informatique, qui fait que justement, même quand j'exerçais, en fait, j'intervenais auprès d'établissements pour les aider, notamment au programme Open. Et aussi, il y avait une raison, c'est que j'ai participé à la préfiguration au niveau du ministère sur le programme Open, ce qui fait que je connais bien le sujet et même son historique. Donc voilà, je vous ai mis mes coordonnées en bas, mais sur la fin de la présentation, je reviendrai sur la proposition d'accompagnement que je propose. Mais rentrons dans le vif du sujet avec des éléments de contexte. Justement, c'est le programme Open qui faisait suite au programme Hôpital numérique qui a commencé en 2013 et en 2019, donc, a pris la suite le programme Open. Alors, qui est devenu des éléments standards, en fait, sachant que le Ségur a repris les principes avec une partie de prérequis. Donc, c'est les 4 éléments que vous voyez sur le schéma en bleu vif. P1, identité, mouvement, sécurité, confidentialité, échange des partages. Et en fait, ce sont venus des standards qui étaient finalement aussi dans les obligations liées au RGPD de documenter sa conformité et la sécurité des données personnelles. Et bien sûr, dans notre secteur, le fait d'avoir
des données de santé impose un certain nombre d'obligations, ne serait-ce qu'au niveau du RGPD. Donc, au titre de ces prérequis, eh bien, il y avait un certain nombre de documents à mettre en place, qui aujourd'hui devraient être mis en place dans tous les établissements. C'est la politique de sécurité, c'est le PRA, le plan de retour à l'activité en cas de problématiques d'arrêt de système, c'est la charte informatique, c'est la charte, bien sûr, d'identité-vigilance, qui va devoir être remis à jour avec l'INS, mais on va en parler. C'est la gestion des habilitations d'accès au système, c'est bien sûr le registre des traitements, mais également les analyses de risque, ce qu'on appelle au niveau de la CNIL les analyses d'impact. Donc, en fait, tous ces éléments-là qu'on va retrouver finalement au niveau du Ségur, ils étaient déjà dans Hôpital Numérique, très précisés dans Open, et aujourd'hui, ça va être des éléments qui vont aussi être intégrés par la suite dans la certification SI, dont je vous dirai un mot qui va être annexé à la certification HAS. Voilà. Alors, programme Open, au-delà des prérequis, il définissait 7 domaines fonctionnels qu'il fallait atteindre. Le principal pour ce qui est d'Open, c'est évidemment le D6, l'échange et communication, puisque là, il y a une orientation nationale qui est d'alimenter le DMP et utiliser la messagerie sécurisée. Et c'est ce domaine fonctionnel 6 qui a été largement repris dans le Ségur. Les autres, dans Hôpital Numérique, c'était très axé sur le D3, c'est-à-dire le système d'information mis en place au sein des établissements avec le dossier, le DPI, dossier patient informatisé, et l'informatisation notamment des prescriptions et du plan de soins. Mais on retrouvait dans Open, vous voyez, tous les thèmes qui ont été repris ensuite. Et en 2019, je dirais, l'État a pris conscience qu'il fallait se réorganiser. Moi, j'ai envie de dire surtout à leur niveau, c'est-à-dire de réorganiser et de définir des référentiels socles, des services socles qui permettent de faciliter l'échange et le partage entre structures. Et ensuite, on va le voir avec les patients également, puisqu'en fait, Hôpital Numérique, c'était surtout le SI au sein des établissements et qui fonctionnait très bien. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'échanger. Et là, on s'est retrouvé avec des problématiques. Alors, je ne vais pas vous faire le comment, ça prendrait trop de temps de faire cette présentation très précise, mais vous l'avez déjà vu, cette maison, je vais cibler sur les éléments qui ont été repris dans le Ségur, et on en reparlera. L'INS, bien sûr, l'identifiant national de santé, ProSanté Connect, qui permet de se connecter de façon avec une identification forte et qui permettra à chaque professionnel de se connecter à tout applicatif. Il passe d'un établissement à un autre, il pourra se connecter avec son même login sécurisé. Et bien sûr, dans les services socles, le DMP, la messagerie professionnelle et citoyen qui a été étendue, avant c'était uniquement professionnel, aux citoyens également. Et puis l'espace numérique de santé qui va être le sujet de début 2022, puisqu'il va y avoir toute une campagne d'information auprès des patients. Voilà. Alors, coup de chance, entre guillemets, bien sûr, le Covid est arrivé entre-temps, et des fonds étaient dégagés dans le cadre du plan de relance, donc ça inclut également des fonds européens qui doivent être mobilisés rapidement. Donc, en fait, eh bien, ils ont pris ce qui était prêt, disponible, et notamment le DMP, et, comme je vous ai indiqué, l'INS qui devait déjà être mis en œuvre et qui était dans les tuyaux. Donc, ce qui est prévu, c'est avant tout et ciblé d'alimenter l'espace santé qui inclut le DMP. Mais je ferai aussi un focus sur ce point-là. 2 milliards d'euros qui ont été prévus avec 600 millions pour le médico-social et 1,4 million. Bon, ça se répartit sur plusieurs années, il y a un affichage de chiffres, mais bien sûr, c'est des montants importants qui fait que il y a le programme, la feuille de route que je vous ai présentée avant, va s'accélérer. Et quelque part, ça tombait bien que ça ait été mis en œuvre, enfin réfléchi en 2019 pour être mis en œuvre maintenant.
avec un objectif, vous voyez en bas à droite, de passer de 10 millions d'échanges de données sur le DMP à 250 millions. Alors pour cela, comme je disais, le DMP est ciblé, eh bien l'ensemble des acteurs de la profession sont concernés et ils ont déterminé ce qu'ils appellent des couloirs, donc les pharmacies, établissements de santé, les établissements médico-sociaux, la radiologie, la biologie et la médecine de ville. Et tous vont avoir un objectif d'alimenter le DMP. Alors là, on est sur l'établissement de santé, donc on se cible sur la partie établissement de santé, donc les documents de sortie. Et pour ceux qui ont également de la radiologie et de la biologie dans leur établissement sous leur finesse, c'est-à-dire dans leur entité juridique, eh bien aussi, ils vont pouvoir candidater. Bien sûr, lorsque c'est des professionnels libéraux qui interviennent sur leur site, eh bien eux-mêmes candidateront, s'ils le souhaitent, dans leur partie libérale, en fait. Donc, mais je reviendrai aussi sur ce point-là. Avec intégration, comme vous voyez, avec les pictogrammes à droite, de l'INS qui est obligatoire déjà, mais qui est intégré au programme ProSanté Connect et la MSS. Alors, la difficulté qu'il y avait jusqu'à présent, c'est que c'était le problème avec Hôpital Numérique et Open, il y avait des cibles qui étaient à atteindre au niveau des établissements et les établissements, et lors du groupe de travail Open, c'est ce qu'on avait affirmé, la difficulté, c'est que les éditeurs, ils ne suivent pas forcément parce que d'abord, les projets des établissements ne sont pas forcément dans le même timing les uns les autres, la demande n'est pas la même, et ce qui faisait qu'on se retrouvait souvent avec des problématiques d'implémentation de fonctionnalités au niveau éditeur. Et je me souviens à l'époque, dans le programme Open, on avait demandé justement à pouvoir intégrer les éditeurs et qu'ils aient un financement direct, parce que c'était quand même difficile au niveau des établissements de définir chacun son cahier des charges à implémenter. Donc c'est pour ça que ça n'avançait pas. À l'époque, ce n'était pas possible, je me souviens des réponses, et finalement dans le Ségur, eh bien, c'est possible. Ils ont trouvé un dispositif, mais apparemment, ils ont quand même eu du mal à le mettre en place. C'est le fameux dispositif d'achat de l'État pour le compte des établissements, en fait, le SONS, qui permet de financer les éditeurs à partir d'un cahier des charges défini nationalement. Donc, je vais revenir sur ce point-là, mais je vais d'abord vous parler de la partie cible à l'usage, financement forfaitaire à l'atteinte des cibles d'usage, parce que c'est le point qui nous concerne particulièrement. Donc, qui a été intitulé programme SUN-ES, et qui, pour son premier volet, est l'alimentation du DMP. Le deuxième volet sera l'alimentation de la MSS, mais les spécifications seront données en 2022. Donc, pour l'instant, on ne parle que de l'alimentation du DMP. Donc, c'est un programme national et qui est suivi comme Open par les ARS. Et donc, ce sont les chargés de mission de Ségur qui valideront les dossiers. On va rentrer dans le détail, puisque, comme je vous ai dit, les établissements sont concernés par les documents de sortie, la biologie et l'imagerie. Les objectifs à atteindre, comme dans Open, mais justement, je vais faire le comparatif. La différence, c'est que là, il y a donc des indicateurs qui sont l'alimentation du DMP en lettres de liaison, en ordonnance de sortie, en compte-rendu opératoire pour les établissements qui ont un bloc opérateur, bien sûr, et puis la biologie et l'imagerie. J'ai focalisé surtout sur les 3 premiers, puisque la biologie, dans le privé, on a rarement, il peut y avoir des cas, mais je n'en connais pas personnellement, d'établissements qui intègrent sous leur finesse de la biologie. Et sur l'imagerie, il peut y avoir des cas, mais c'est aussi beaucoup plus réduit. Donc, pour ce qui est de l'alimentation du DMP, a été fixé, on va prendre l'exemple de la lettre de liaison. L'objectif, c'est d'alimenter 49% des DMP ouverts avec une lettre de liaison à la sortie du séjour.
il faut comparer aux 98% qui avaient été prévus dans le programme d'Open, mais dans le programme Open, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on pouvait adresser la lettre, le document qu'on souhaitait. Il suffit d'alimenter un document avec un seul document, quel que soit le document, pour que ce soit comptabilisé. Et l'objectif, c'était 98% de DMP ouvert. Là, on est sur un objectif moindre, mais la liste des documents est précise. C'est la lettre de liaison, ordonnance de sortie, compte rendu opératoire. Donc, il va falloir, il y a tout un travail d'organisation au sein des structures et il faut bien typer les documents, les récupérer. La problématique dans les établissements privés, c'est que les documents ne sont pas forcément produits dans le DPI de l'établissement. Il faut le récupérer depuis le logiciel de cabinet, le réintégrer, l'envoyer ou alors s'organiser. Et c'est là où il y a différentes configurations possibles qu'il faut adapter à chaque établissement. Mais ça sera une problématique parce que l'établissement, il va devoir comptabiliser ses envois. Si les documents ils partent directement du cabinet, s'il n'y a pas l'outil qui permet de faire cette comptabilisation, ben, on sera en difficulté pour justifier qu'on a atteint les 49%. Alors, pourquoi 49% et pas 98% pour Open? Il y a une autre raison, c'est que là, on doit embarquer l'INS. L'INS, on va faire un focus sur ce point, mais il va falloir qualifier les identités nationales de santé des patients, et on va voir que cet élément-là est pas si évident que ça, et on aura bien du mal à qualifier l'ensemble des identifiants des patients. Et donc 49%, comme ça, vous voyez, ça ne paraît pas énorme, mais en fait, on va voir qu'en pratique, il va falloir mettre toute une organisation pour l'atteindre. Bien sûr, par exemple, l'ordonnance de sortie, le taux est plus faible, sachant que, bien sûr, aussi, le calcul va se faire en fonction des ordonnances de sortie réellement prescrites, c'est-à-dire que ce n'est pas un taux par rapport aux séjours globaux, mais un taux par rapport aux séjours qui ont une ordonnance de sortie, bien sûr, mais c'est toujours important de le préciser. Les formats d'échange informatique, ça aussi c'est précisé. Pour faire simple, donc c'est du CDA R2 niveau 1, c'est une structuration qui, dans l'entête informatique du document, contient bien sûr tous les éléments d'identification du patient, de l'expéditeur, mais le corps du document est libre, c'est-à-dire les trames de documents, de lettres de liaison par exemple, n'impose pas de structurer avec le format HAS. C'est la lettre de liaison, il est possible de la configurer, je dirais, comme chaque établissement le souhaite. Le seul cas de figure qui est imposé, qui est CDA niveau 3, c'est sur la biologie. Et dans ce cas-là, il faut que le contenu du document soit de l'information structurée. Mais comme ça concerne peu d'établissements dans le privé, je passe ce sujet. Pour motiver les structures, en fait, ils ont prévu de faire une progressivité des cibles à atteindre. Donc, avec 4 fenêtres. Fenêtre 1, semestre 2022, enfin les 2 semestres jusqu'en 2023, ça fait 4 périodes avec un objectif, là, pour reprendre la première ligne, 49%, et ça augmente dans le temps. Et même chose, plutôt inversement, au niveau il y a une dégressivité des forfaits qui vont être alloués à chaque établissement dans le temps. Si on est sur la deuxième fenêtre de 2022, ben on perd 10% du forfait qui a été fixé. Vous avez compris, plus tôt l'établissement se positionne et plus ses cibles d'usage sont basses et plus le montant qui lui est attribué est élevé. Voilà, c'est une manière de motiver. Sachant que moi, ce que je dis toujours, c'est ce qui compte avant tout, c'est le projet au sein de l'établissement, et on verra que même avec cette incitation, il peut y avoir des cas de figure où si l'établissement n'est pas prêt, de toute façon, il aura du mal
à atteindre les cibles immédiatement, donc ce n'est pas gênant de décaler. Sachant qu'il faut préciser une chose, si on candidate, donc c'est d'ici le 31 octobre, donc c'est très court, c'est la première fenêtre, on peut le décaler au semestre suivant. Les montants, qui sont calculés par établissement, en fait, c'est comme pour Open, a été défini un forfait en fonction de l'activité combinée de l'établissement. C'est le même calcul, c'est le montant qui... Donc, j'ai mis là la slide sur le mode de calcul, c'est en fonction du nombre de journées, nombre de séances. Bon, ça n'a pas de poser de problématique sur Open, donc ça n'imposera pas sur le Ségur. Le montant est indiqué, enfin l'activité combinée est indiquée dans OSIS. Et puis là, je vous ai mis un exemple en bas, parce qu'il y a différentes tranches. Vous voyez que pour cet établissement, on arrive à une activité combinée de 36 000 et quelques. Donc, ça conduit à un forfait de 55 000 € et sur l'imagerie, 28 000 €. Voilà, le calcul est fait. Sachant que sur la partie imagerie, en fait, parce que ce chiffre-là vient d'un tableau qui est fourni sur le site de l'ANS, l'Agence nationale de santé, et il y a des erreurs, en fait. Des établissements ont des montants indiqués dans le domaine imagerie, alors qu'ils n'ont pas forcément d'autorisation finesse sur leur activité. L'explication, elle vient du remplissage des SAE qui est diverse en fonction des établissements. Et certains établissements mettent une activité dans le volet imagerie de la SAE, ce qui fait qu'après, c'est comptabilisé. Mais attention, moi je dis, si vous demandez un financement sur l'imagerie alors que vous n'avez pas du finesse, ensuite, si le service d'imagerie fait sa propre demande et que l'ANS leur a dit l'établissement l'a déjà déposé, ça peut poser problème. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que s'il y a un montant, c'est bien, mais il faut aussi avoir cette activité sous l'entité juridique de l'établissement. Voilà. Donc c'est des montants qui sont quand même assez significatif, mais il y a quand même du travail à réaliser. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que pour candidater, eh bien, il faut atteindre des prérequis. Et ces prérequis, ils ont été largement repris d'Open et complétés. Donc, il y a le prérequis sur l'identité-vigilance avec, là, pour le coup, ce n'est pas une nouveauté, ce qui a été mis en place dans beaucoup d'établissements, les cellules d'identité-vigilance, mais qui a été renforcé fortement avec la publication du référentiel national d'identité-vigilance, le RNIV. Et je vais faire un focus sur ce point-là, parce que c'est un point important qui aujourd'hui n'est pas encore, qui est très peu identifié par les établissements. Mais pour la candidature, il faut remplir un questionnaire. Alors, ce questionnaire, lorsqu'on le voit, effectivement, il a un côté un peu scolaire, mais l'objectif, c'est de pousser à lire le référentiel d'identité dans ses détails. Et effectivement, quand on va dans le détail, je vais vous faire un petit focus sur ce point-là. Le volet, le référentiel national d'identité-vigilance contient un certain nombre de volets. Et pour ce qui est de celui qui concerne les établissements de santé, puisque vous voyez, il y a 5 volets, même avec le premier qui concerne tous les établissements, les points essentiels pour tous les acteurs de santé, et les 2 derniers concernent les structures non hospitalières et les libéraux. Donc, pour ce qui concerne les établissements de santé, eh bien, c'est le RNIV 1 et 2. Alors, il faut tout de suite préciser que ce référentiel, ce RNIV a été publié par arrêté du 27 mai 2021, donc publié en juin, et est opposable à tous les établissements, tous les acteurs, et il abroge l'instruction du 7 juin 2013, qui était l'instruction qui définissait, par exemple,
la nécessité d'identifier les patients par leur nom de naissance et pas simplement par leur nom d'usage. Cette instruction est abrogée et en notion juridique, ça voit qu'on est passé d'une instruction à un arrêté. Donc, en termes juridiques, c'est un texte qui est beaucoup plus fort et qui s'impose à tous. Et quand on regarde dans son contenu, eh bien, on ne parle pas que de l'INS, bien sûr, il y a l'INS et les bonnes pratiques d'identification d'usagers qui sont indiquées, donc les règles de création notamment d'identité, l'utilisation du téléservice INSI, donc ces points-là forcément sont indiqués, mais ça va plus loin, puisque le RNIV prévoit de mettre en place tout un système qualité de gestion des risques avec des analyses de risques, cartographie des flux applicatifs. Bon, là, ça rejoint un peu les éléments d'Open. À chaque fois, on va revenir sur les éléments d'Open, de toute manière. La charte informatique, en plus la formation des professionnels. Il est même prévu dans ce RNIV des temps ETP affectés à l'identification. Et il réorganise aussi la partie gouvernance, c'est-à-dire les cellules d'identité-vigilance, bien sûr, qui sont prévues, enfin qui sont déjà intégrées, mais elle rajoute une instance stratégique à mettre dans les établissements. Donc, elle ne dit pas qu'on peut le regrouper avec d'autres, mais ça, c'est un élément qu'il faut certainement réaliser pour les établissements qui ont un comité de pilotage gestion des risques. Ça peut être une manière d'éviter d'aller créer une commission supplémentaire. Elle rappelle les missions. Elle rappelle les nécessités d'avoir un référent d'identité-vigilance, d'avoir une charte d'identité-vigilance qui devra être mise à jour en fonction de l'INS. Elle liste les indicateurs à suivre. Elle définit toute une documentation obligatoire à mettre en place, les autorisations d'accès pour gérer l'identité. Donc, quelque part, en gérant l'identité, on gère c'est aussi les autorisations d'accès au DPI. C'est l'information des patients, dont toutes les mentions qui vont être ajoutées avec la mise en place de l'INS. Et puis, les conduites à tenir aussi, enfin, la documentation sur, par exemple, si on a fait une erreur, on a identifié un patient, jusqu'à présent, bon, on faisait sa correction au sein de l'établissement, mais là, il y a des obligations d'informer l'ensemble des structures auxquelles on aurait adressé le document avec l'erreur d'identité. Donc, vous voyez que… Oui. Excusez-moi, je vous coupe avant de continuer plus loin. J'avais deux questions qui me parviennent par mail et j'aurais voulu vous les poser et on reprendra après si vous voulez bien. La première, rapide, quelqu'un me demandait peut-on candidater à Open? Encore candidater à Open. En fait, oui, l'AMI Open, donc l'appel à manifestation d'intérêt était terminé en juin 2019 et c'est à ce moment-là que les établissements ont été sélectionnés. Et donc, mais il est prévu la possibilité pour les établissements de candidater après, mais avec une réserve, c'est que les ARS aient encore du budget à utiliser dans le cadre de ce programme. Donc moi, j'ai envie de, quand on me pose cette question, je dis il faut essayer. En fonction des budgets, il peut y avoir des possibilités, mais c'est une décision ARS. Et c'est prévu dans le programme Open, mais c'est au bon vouloir de l'ARS et surtout des budgets qu'elles auraient encore de disponibles, notamment si des établissements finalement n'ont pas atteint leur objectif et ont renoncé quelque part à cette subvention. Merci, M. Leroy. Une seconde question pour terminer. Un établissement créé en 2020 peut-il candidater au Ségur du numérique? Alors, non, en fait, j'ai posé cette question au ministère et la réponse est actuellement non. Pourquoi? En fait, c'est un problème technique, c'est que vous avez vu, l'activité combinée, elle est calculée sur 2019. Donc, pour un établissement qui crée en 2020, ils n'ont pas de chiffre. Et donc, actuellement, c'est non, mais moi, je pense que ça crée une inégalité. Donc, c'est possible que ça, c'est un point qui soit revu, mais pas pour cette fenêtre-là, pour les fenêtres futures. Voilà. Mais à l'instant T, non.
c'est un établissement créé en 2020 ne peut pas candidater au Ségur. Voilà. Je poursuis. Merci. Est-ce que quelqu'un peut-être a une question avant de continuer? N'hésitez pas à remettre votre micro, à l'exprimer par écrit. Je me ferai le porteur de votre question. Voilà. Ou par le question-réponse. Je ne vois rien, monsieur Orion. On peut continuer. Je vous propose de continuer alors. Bah, je pense que en fait, je vais donner des éléments aussi après, hein, donc ça suscitera les questions. Donc, sur le RNIV, donc, la lecture de ce document permet de remplir le questionnaire qui doit être rempli pour déposer sa candidature. Et lorsqu'on lit le questionnaire sans avoir lu le contenu du RNIV, c'est sûr qu'il n'est pas facile à répondre, surtout qu'il a un côté un peu scolaire, ce questionnaire. Donc, voilà. Ce qu'il faut noter, c'est surtout qu'il est beaucoup plus large que simplement la gestion de l'INIV. L'INS, pardon. Alors, je vais quand même vous dire un mot sur ce sujet parce que pour ceux qui n'auraient pas encore installé l'INS, le RNIV définit en fait des statuts d'identification des patients. Et ces 4 statuts, ils sont indiqués et représentés dans ce schéma. Il y a l'identité provisoire qui est lorsqu'on saisit, comme toujours jusqu'à présent, les traits d'identité à la main, avec un minima le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe, ou lorsqu'on utilise une carte vitale, eh bien, c'est l'identification provisoire, le statut provisoire qui doit être indiqué. Et puis, lorsque on interroge le téléservice INSI qui permettra de récupérer donc l'INS qui est basé bien sûr sur le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale, et bien à ce moment-là, on récupère les identités et qui viennent écraser l'identité indiquée précédemment. Bien sûr, on complète avec les noms d'usage, prénoms d'usage, et dans ce cas-là, on a une identité récupérée. Et puis, ça ne suffit pas pour avoir une identité qualifiée qui permettra ensuite d'envoyer les documents à l'extérieur de l'établissement. Il faut en plus vérifier que les informations sont bien conformes aux documents d'identité à haut niveau de confiance qui sont aujourd'hui uniquement indiqués dans le RNIV. Alors, pour ce qui est de la candidature, il n'y a pas besoin d'avoir mis en place l'INS tout de suite pour déposer la candidature. C'est uniquement lorsqu'on va atteindre les cibles d'usage et je vais vous montrer le calendrier. Alors, nous, on me demande par écrit les mauvaises questions, les mauvaises réponses au questionnaire sont-elles éliminatoires? Alors non, elles sont pas. Alors en tout cas, je vous fais la réponse du ministère. Non, mais en fait, ça va être à l'appréciation forcément du chargé de mission Ségur à l'ARS qui va faire le choix des candidatures. Donc là-dessus, si soit il est sélectif, soit il ne lit pas le contenu, et dans ce cas-là, mais c'est annoncé comme quoi il n'y a pas d'histoire de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'idée, c'est de voir si l'établissement a au moins s'est approprié ce que je suis en train de vous présenter, qui n'est pas une évidence. Enfin, si on ne lit pas le document, on ne le connaît pas. Et donc c'est ça qu'ils veulent évaluer, être sûr que les établissements ont bien intégré au moins l'esprit du RNIV. Merci, monsieur Loriot. Une autre question, est-il possible de cumuler un financement Open et un financement Ségur? Oui, tout à fait, sans problème. Ce sont 2 programmes distincts. Et d'ailleurs, c'est vrai que tous les établissements qui se sont préparés au programme Open, forcément, beaucoup d'éléments sont déjà opérationnels, et donc notamment tout ce qui est prérequis. Et donc, ça va faciliter la candidature rapide au niveau du Ségur. Mais les 2 sont distincts. Merci. Dans le désordre, une autre question, la gouvernance de l'identito-vigilance est déjà dans Open? Non? Oui, sauf que, alors justement, ça fait une belle transition. Je vais revenir sur le… alors pourquoi je n'arrive pas à changer? Ah si, voilà. Je reviens sur… donc j'ai fait le focus là sur l'appropriation des…
du RNIV. Donc justement, effectivement, les éléments du programme Open, on continue avec la partie cybersécurité. Enfin, pour répondre à la question, oui, sur la charte, bien sûr, elle était déjà inclue, et ça va même plus loin. C'était déjà dans la charte d'identité de vigilance un élément qui avait été mis en place par beaucoup d'établissements, mais c'était déjà dans Open. Hein. Donc là, c'est avec la cellule d'identito. Mais là, il va falloir tout mettre à jour, et c'était déjà dans Open. Au niveau cybersécurité, voilà, qui est le deuxième prérequis. Donc ça, c'est le plus gros travail lorsqu'on ne l'a pas mis en place. C'est la politique de sécurité de l'établissement, c'est avoir mis en œuvre, atteint les objectifs du plan SSI, plan d'action SSI, qui était lié à une instruction de 2016, pour ceux qui s'en souviennent, 3 mois, 6 mois, 12 mois, il fallait, alors évidemment, maintenant, plus de temps, maintenant tout doit être réalisé. Donc, et notamment, il y avait un point important sur la gestion des habilitations. Donc, bien avoir des procédures internes pour ne pas se retrouver avec des habilitations qui datent de genre. Il y a un exemple, hein, qu'on donne souvent, c'est un hôpital portugais qui a été condamné à 400 000 € par la CNIL portugaise parce que en fait, il y avait des médecins utilisateurs qui n'étaient plus là depuis des années, qui continuaient à être utilisés par des professionnels. Voilà. Bon, il faut absolument éviter ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est impardonnable. Et la CNIL, s'il y avait cette problématique, tomberait forcément dessus. Hein. Là, il y a un historique. L'exigence d'avoir un responsable de sécurité du système d'information, alors en fonction de la taille de l'établissement, ça peut être la même personne qui cumule, mais en tout cas, il faut en nommer en interne. Et puis, il faut intégrer l'analyse de risque aussi, hein, pour des risques, et ici, bien sûr, d'intégrer le risque de cyber, de ransomware. Donc, il faut avoir une analyse de risque qui soit aussi mise à jour. Le deuxième point, cybersécurité, c'est la réalisation d'un audit de sécurité externe. Donc, et là, il était déjà dans Open, dans le Ségur. On ne demande pas de l'avoir réalisé tout de suite, mais de le réaliser avant le 31 décembre 2021. Donc ça, c'est un point important. Alors, est-ce que tous les établissements vont pouvoir le faire avant le 31 décembre? Voilà. En tout cas, c'est indiqué comme cela. Les deux autres prérequis, échange de partage. Alors, le premier, c'est la capacité du SI à alimenter le DMP. Lorsque les établissements avaient candidaté Open, et normalement, ils ont mis en place leur connecteur, ça pose un problème pour les établissements qui ne l'avaient pas encore mis en place, parce que le mettre en place tout de suite, c'est avoir une version qui n'intègre pas forcément l'INS. Et les éditeurs, à ce moment-là, font payer l'installation. Et j'ai vu des coûts d'installation, genre 15 000 € pour un connecteur DMP. Et c'est sûr que l'établissement, à ce moment-là, il se dit, je vais attendre qu'il y ait la version INS payée par l'État plutôt que l'installer tout de suite. Donc voilà, il y a une réflexion en fonction de… mais c'est un point, je pense, qui a retardé pas mal d'établissements à candidater de suite. Et puis l'exigence d'avoir une messagerie interne MSS. Bon, ça, la plupart des établissements ont déjà au moins une solution de messagerie sécurisée en interne. Donc, ça pose moins de problèmes. Donc, voilà, sur les prérequis, vous voyez, ça fait des documents à produire, à déposer sur le portail OSIS. Ce sont les éléments preuves qui doivent être déposés. Et voilà. Et donc, il y a du travail. Le calendrier, eh bien, il est déterminé en fonction des semestres où on va atteindre les cibles d'usage. Donc, la première fenêtre, si on atteint les cibles d'usage au premier semestre 2022, eh bien, on doit candidater au plus tard au 31 octobre 2021. Et ça se décale de semestre en semestre. Donc, deuxième semestre 2022, pour ceux qui n'ont pas pu candidater, la prochaine fenêtre de candidature, c'est mars-avril 2022, donc pour atteindre au plus tard en décembre. Sachant que les calculs des indicateurs, ils se font sur un mois
Donc, par exemple, si je suis sur la première fenêtre, je peux calculer mes indicateurs sur le mois de juin 2022. Bien sûr, ce que je dis, c'est quand on veut atteindre au mois de juin, il faut avoir fait des tests, vérifier que tout est bien paramétré, parce qu'il y a des enjeux de paramétrage importants. Il faut que les trames, enfin les documents qui sont adressés dans le DMP soient bien typés correctement, lettre de liaison, ordonnance de sortie, et ça nécessite quand même quelques vérifications pour voir si tout fonctionne bien, parce que bien sûr, les statistiques seront réalisées par l'établissement, mais aussi du côté assurance maladie pour voir si les envois ont bien été effectués. Vous voyez, ensuite, deuxième semestre 2022, premier semestre 2023 et deuxième semestre 2023. Donc, il y a des possibilités de déposer, mais forcément, les montants, l'exigence va augmenter en termes de cible d'usage, vous avez vu, et les montants vont baisser, un peu baisser. Voilà ce qui est du calendrier. Comment ouais. Question qui m'arrive, et après on terminera, et on reprendra le jeu de questions-réponses à la fin de l'intervention pour ne pas trop déborder. Alors, j'ai alimenté le DMP dans la mesure où il existe. Bon. Or, les établissements ne sont plus habilités à en créer. Tout est à la main de la CEPAM. Sur un mois, mais sur Open, c'est 3 mois. Alors, en fait, les établissements n'ont jamais été obligés de créer des DMP. L'assurance maladie avait proposé cette possibilité, c'est-à-dire les établissements pouvaient le faire, mais il n'y avait pas d'obligation, ce sont bien les CPM qui devaient le créer. La question ne va plus se poser à partir du 1er janvier 2022, puisqu'ils vont être créés par défaut. Mais j'ai une petite présentation sur ça ensuite, donc on fera un focus sur cet élément-là. Et c'est effectivement important de préciser que le nombre de DMP ouverts va être totalement démultiplié. On n'est plus sur cette problématique de quelques DMP ouverts. Hein. Le principe, c'est qu'ils vont être ouverts par défaut pour tous les citoyens français, sauf pour ceux qui le refusent. Mais je vais y revenir. Donc, il n'y a pas d'obligation de créer des DMP au niveau des établissements. Ça, c'est déjà vrai aujourd'hui. Moi, dans mes établissements, je ne l'ai pas fait parce que je considérais que c'était... Et puis, je n'avais pas de demande en plus de patients. Pour ce qui est de la candidature, alors je vous ai dit, il faut déposer les éléments preuves sur OSIS et faire la candidature et remplir le questionnaire concernant le RNIV sur ce site démarchesimplifiée.fr avec le lien. Et le lien, il est sur le site du ministère. Hein. Donc, on remplit l'identification des patients et puis le questionnaire. Donc, ils ont séparé parce que en fait, ils ne pouvaient pas tout mettre sur OSIS, mettre à jour. Donc, ils ont utilisé cet outil-là. Donc, il ne faut pas oublier de faire les deux, OSIS plus démarche simplifiée. Voilà pour ce qui est de la partie atteinte des cibles d'usage pour les établissements. Mais il faut, comme je vous l'ai dit dès le départ, parler aussi de la partie éditeur, puisque le Ségur prévoit un financement pour les éditeurs directs de l'État. Ça concerne aussi la vague 1. La différence, là, par rapport aux établissements, ce qu'il faut bien identifier, c'est que donc on a un du SUN pour côté établissement. Et ensuite, en 2022, il y aura un nouveau programme et donc des aides supplémentaires pour alimenter la partie messagerie citoyenne et professionnelle. Donc, il y aura un deuxième temps. Par contre, pour ce qui est des éditeurs, la vague 1 inclut les spécifications du DMP et de la MSS. Voilà. Il n'y aura pas une deuxième vague éditeur pour l'implémentation de la MSS. Il y aura une deuxième vague, mais vous voyez, le paramètre est à définir. Mais dans les spécifications
est prévu la MSS. Donc, ça veut dire qu'il faut que les établissements réfléchissent bien à ce qu'ils vont choisir comme solution pour alimenter le DMP et la MSS d'emblée. Donc, ils ont différencié, on va se contenter de la partie document de sortie, trois modules en fait. Le référentiel d'identité, le dossier patient informatisé et la plateforme d'intermédiation. Je vais en dire un mot supplémentaire par rapport à ces éléments-là qui sont importants de bien distinguer. Donc, le référentiel d'identité, ça concerne le logiciel porteur de la base de données patient, et donc c'est le logiciel qui va interroger l'INSI, récupérer le NIR, le numéro de sécu. Donc, souvent dans les établissements, c'est la GAP, la gestion administrative des patients. Mais comme c'est un module à part, ça pourrait très bien être intégré au DPI si, pour des questions d'organisation, l'établissement considère que c'est mieux de l'avoir dans le DPI, et ça dépendra aussi si l'éditeur du DPI implémente cette solution. Mais c'est pour dire que ce n'est pas forcément le référentiel d'identité, il n'est pas forcément obligatoirement dans la GAP. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième module, dossier patient informatisé, bon, c'est le DPI, c'est le lieu où on produit les documents, les CRO, la lettre de liaison, l'ordonnance de sortie, et où on récupère les comptes rendus d'imagerie et de biologie. Donc ça, je dirais, c'est plus classique. Et puis le troisième module, c'est la plateforme d'intermédiation. En fait, c'est le module qui permet l'envoi des documents vers le DMP ou la messagerie sécurisée. Donc, cet élément-là, dans beaucoup d'établissements, il est intégré aujourd'hui au DPI, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a d'autres solutions externalisées qui existent qui permettent de faire les envois, d'effectuer ces envois. Donc, il y a différents opérateurs. Bon, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je vais en citer 4. Il y a l'IFEN, il y a Enovacom, il y a Raptor, il y a ICANEP. Voilà, ces solutions. Et aujourd'hui, je vois les éditeurs, ils réfléchissent. Est-ce qu'ils vont intégrer cette partie-là dans leur solution ou faire appel à un prestataire, à un intermédiaire pour faire l'envoi? Donc, ça a aussi des conséquences, parce que je reviens sur le sujet, notamment des structures qui ne produisent pas les documents dans leur DPI, mais qui les récupèrent des cabinets des praticiens. Donc, il y a une réflexion à se dire, est-ce que je récupère le document, je le mets dans mon DPI ou je l'envoie dans le DMP et la MSS, ou alors j'utilise un module à part qui permettra de faire cela, sachant qu'il faut qu'en même temps, non seulement ça fonctionne, mais en plus, que je récupère des statistiques pour justifier mes cibles d'usage. Donc ça, c'est une problématique importante. Et aujourd'hui, il faut se rapprocher des éditeurs, et tous les éditeurs n'ont pas une réponse très claire encore aujourd'hui sur ces points-là. Donc c'est vraiment dépendant de la situation de l'établissement et de son mode de fonctionnement, si c'est avec des médecins salariés intégrés ou si c'est avec des libéraux. Voilà. Donc, c'est ce que je marquais en dessous. Donc, selon la configuration du SIH, ces briques fonctionnelles peuvent être portées par une ou plusieurs solutions logicielles. Ce n'est pas forcément une seule et ça peut être 3. Sachant qu'il faut préciser, c'est que le système de financement, il ne permettra de financer qu'une brique, qu'un module par établissement. Si par exemple, vous avez deux logiciels, un logiciel spécialisé en psychiatrie plus un logiciel MCO, vous ne pourrez pas vous faire financer 2 modules. Il y en a un que vous devrez payer directement et un autre, sauf si vous regroupez tout pour faire les envois dans le DMP avec la même solution. Mais si vous utilisez 2 solutions différentes, vous pourrez vous faire financer qu'une brique par établissement. Voilà. Un mot sur, parce que finalement, cette démarche est avant tout l'éditeur qui va être concerné. Alors, vous pouvez dire, mais en quoi je vais être concerné? En fait, parce que l'éditeur, il va vous présenter à un moment donné un devis à signer qui sera payé par l'État, mais vous allez devoir faire votre sélection, valider le devis. Et comme
Et il faut faire attention sur ce point-là. Est-ce que le devis, premier devis validé, vous ne validiez pas les 3 modules, parce qu'une fois que si vous l'avez validé pour un éditeur, eh bien, si vous avez fait un choix d'un autre module pour un autre éditeur, l'État lui dira non, c'est déjà validé au précédent. Donc attention à ça, ça va venir. Les éditeurs n'ont pas encore adressé ces devis, mais ça ne devrait pas tarder. Sachant que donc on valide le devis, ensuite on déploie la solution, bien sûr, de la version, et il y aura un temps de validation aussi de la vérification, ce qu'on appelle la vérification d'aptitude, comme quoi la fonctionnalité d'envoi dans le DMP, la création du document, tout fonctionne bien. Donc c'est là où l'éditeur reviendra aussi après la validation, après l'installation, vers vous pour signer un document comme quoi ça fonctionne bien, parce que lui, ça va lui permettre d'être payé par l'État ensuite. Voilà. Je vous ai mis en bas un exemple pour un établissement, le même que précédent, ce que ça donne financièrement. Donc, vous voyez les montants pour les 3 modules DPI, RI et PFI. Voilà. Sachant que c'est calculé automatiquement aussi en fonction de l'activité combinée, donc les montants sont différents en fonction de l'activité des établissements. Ce n'est pas un forfait, quel que soit l'établissement. Là, je vous ai mis le calendrier du financement du Ségur pour les éditeurs comparé à celui du SUN. Donc, on voit que c'est beaucoup plus court. Donc, le financement, les demandes, les éditeurs vont devoir aller vite et en fait faire tout le développement et la demande de financement globalement jusqu'en mai 2022. Et ensuite, il y aura le temps de déploiement et pour se faire payer, il faut que tout soit terminé à la fin 2022. Donc là, les éditeurs, normalement, ils sont tous en train de développer les fonctionnalités, de déposer leur dossier. Alors, pourquoi ils n'ont pas tout de suite envoyé les devis aux établissements? Tout simplement parce qu'il y a 120 jours, c'est entre le moment où le devis est validé et le moment où la solution est référencée, puisqu'ils doivent répondre à un cahier des charges ANS, il faut qu'il y ait 120 jours. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous précipités à envoyer des devis, parce qu'ils doivent respecter ce délai de validation. Donc, il faut quand même qu'ils soient déjà développés, leur module. Voilà. Voilà. Et ensuite, je passerai sur un mot sur l'espace santé. Voilà. J'insiste juste sur un point, sur cette notion de briques, hein, que ce soit bien clair dans chaque établissement, qu'est-ce qu'on va valider, comment on va s'organiser. Donc là, il y a toute une réflexion qui fait partie, bien sûr, de l'accompagnement que je propose. Un mot sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le DMP. C'est la grosse ambition nationale, mais qui va au-delà du DMP, c'est d'ouvrir mon espace santé. Et cet espace santé, eh bien, il intègre bien sûr le DMP, la messagerie sécurisée, c'est-à-dire qu'il va fonctionner pas qu'entre professionnels, mais également avec les patients. Les agendas qui vont être regroupés, alors ça sera dans un second temps, hein, on a moins d'infos. Et puis le catalogue d'applications, c'est-à-dire que des solutions, des applications vont pouvoir être intégrées à l'espace et être connectées aux données patients, si bien sûr le patient l'accepte. Voilà. Donc, il va y avoir un catalogue d'applications voilà, qui seront conformes aux spécifications définies au niveau national. Donc, sécurisées et qui assurent la confidentialité. Bon, pour ce qui est du Ségur, on est sur l'alimentation du DMP en volet 1, donc je vais me focaliser sur ce point-là. Alors, juste un élément, parce que le retour que j'ai souvent, c'est le DMP, ouais, mais quand on est en étalé, c'est quand même très austère, on a du mal à s'y retrouver, il n'y a pas d'information. Bon, sachez que toute cette partie-là va être complètement reconfigurée. Là, vous avez des vues de la partie mobile, il y aura une version mobile,
Et vous voyez qu'elle est tout de suite plus ergonomique, plus visuelle. Donc, il y a beaucoup de moyens qui vont être mis pour améliorer cet élément-là. Mais quand même, la brique technique derrière reste le DMP pour ce qui est des documents. Hein. Mais le visu va, a priori, s'améliorer fortement et les retours que j'ai, c'est plutôt mieux que ce qui était. Ce point-là, alors, l'État, bien sûr, et l'assurance maladie en étaient pleinement conscients que la difficulté du DMP jusqu'à présent, c'est qu'il n'était pas forcément rempli et donc les personnes qui allaient sur le DMP ne visualisaient pas d'infos, donc finalement n'en voyaient pas d'intérêt, ne créaient pas aussi de nouveaux DMP, donc il y avait la dynamique n'était pas créée. Donc, c'est une loi de juillet 2019 qui a décidé qu'on ouvrirait par défaut l'ensemble des DMP. Les citoyens vont recevoir en début 2022 un courrier, un mail en leur expliquant voilà, qu'est-ce qu'est mon espace santé et valider sa création si vous le souhaitez tout de suite. C'est le premier choix. Deuxième choix, bah, vous ne faites rien, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, par défaut, 1 mois et 10 jours après, le DMP sera créé. Ou alors, troisième solution, vous refusez que votre, enfin, quand je dis DMP, l'espace santé vous refusez que l'espace santé sera créé. Et dans ce cas-là, eh bien, rien n'est ouvert, y compris le DMP. En pratique, et c'est déjà parce qu'il y a 3 départements d'expérimentation, la plupart, la grande majorité, plus de 95%, ne font rien. Donc, en fait, les DMP vont être ouverts par défaut. Donc, c'est pour ça, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, le nombre de DMP ouverts à partir de 2022 va être totalement démultiplié. Et la question, en fait, et qui sera essentielle, c'est l'adhésion des patients à cet espace de santé et au DMP, parce que vous comprenez que ce qui va complètement changer, c'est que si les patients deviennent demandeurs, qu'on alimente leur DMP. Et à ce moment-là, il faudra que ce sera quand même mieux que les établissements soient prêts. Et moi, en tant qu'ancien directeur, je sais que c'est prévoir. Donc, il vaut mieux se mettre en disposition d'être en mesure de réaliser et d'être complètement organisé pour ce cas de figure-là, même si on peut être sceptique hein, dans la mesure où est-ce que les Français vont y adhérer complètement, mais ça, c'est une question aujourd'hui, c'est de la prévision que personne ne peut anticiper. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer, d'être en situation d'alimenter à la demande des patients, et dans ce cas-là, eh bien, on pourra le faire. Mais c'est intéressant d'avoir le retour des uns et des autres sur ce sujet, qui va certainement être un peu aussi passionnel à un moment donné, en 2022, et de savoir si les patients adhèrent ou pas. Alors, l'enjeu de tout cela, ce n'est pas juste le Ségur et obtenir des financements et de s'organiser, ça sera aussi que la suite, ça sera la certification du SI de chaque établissement. Et là-dessus, le programme est déjà prévu, il a été retardé notamment à cause du Ségur et puis mise en place de tous ces éléments-là, est prévu d'emblée un nouveau référentiel d'évaluation de la maturité numérique des établissements dénommé Maturin. Et bon, là, il y a une volonté du ministère de ne pas compliquer les choses. Et donc, ils vont reprendre les indicateurs existants, bien sûr beaucoup d'Open, beaucoup du Ségur, et qui vont être intégrés dans un référentiel unique, en fait. Hein. Les indicateurs vont être pris, ça va être une table un ensemble d'indicateurs qui vont déterminer un score en fonction de la réalisation de l'établissement. Donc là, vous voyez dans ce schéma, ils ont prévu que ce soit des indicateurs du Ségur, d'Open, mais aussi d'éthique, bon, directive Nice concerne plutôt les GHT. Voilà. Bon, autant vous dire que ça va être essentiellement du Ségur et de l'Open, à mon avis, et en fonction de la réalisation, là vous avez un exemple de score en bas, cet établissement-là est en C. Pourquoi? Parce que
il y a une ligne où il n'a pas atteint, c'est 30% du poids du score, c'est justement la cellule d'identité-vigilance qui n'est pas atteinte. Voilà. Donc, vous imaginez que ce référentiel, forcément, il va prendre son importance et ces indicateurs aussi vont être pris en compte dans IFAC. Vous avez déjà vu cette année, il y a eu l'ajout d'indicateurs IFAC donc, qui viennent d'Open. Et donc, il faut s'attendre en 2022 est-ce qu'il y en ait d'autres et qui soient intégrés. Le but, c'est quand même que tous les établissements entrent dans cette dynamique, en fait. Hein. Et le ministère ne s'en cache pas du tout. Voilà. En conclusion, eh bien, le Ségur numérique, vous voyez que c'est à la fois un projet technique, mais pas uniquement, aussi organisationnel et stratégique. Technique, alors je rappelle quelques éléments. Bien sûr, il y a toute la partie téléservice INSI, les connecteurs. Je ne vous ai pas parlé de la partie pour se connecter à l'INSI, il faut des cartes CPS, des certificats serveurs pour simplifier et d'éviter de gérer carte par carte. Il faut la gestion des pièces d'identité, par exemple, ce qui est prévu dans le RNIV, c'est d'avoir on peut garder les cartes d'identité scannées, mais par contre, il va falloir les sécuriser et les crypter notamment. Et il va falloir prévoir un système qualité parce qu'on ne pourrait pas les garder plus de 5 ans si le patient n'est pas revenu. Donc voilà, il y a toute une organisation aussi à mettre en place. Et sur le plan organisationnel, ce que je vous ai dit, c'est la production des documents de sortie, que ce soit bien conforme à ce qui est prévu. Toute l'organisation identito-vigilance, de création d'identité, le registre des traitements, parce qu'il va forcément falloir le mettre à jour pour être en conformité avec le RGPD, l'analyse des risques et l'information patient, c'est les éléments que je vous ai indiqués. Voilà. Et sur le plan stratégique, j'insiste sur l'importance de bien réfléchir au choix des différents modules. L'enjeu du score IFAC, la certification SIH, et puis l'alimentation du DMP. Est-ce qu'on veut être absolument prêt, dès lors qu'un patient en fait la demande, d'alimenter son DMP? Donc ça, c'est un choix stratégique. J'avoue que j'ai des retours dans les deux sens. Il y a des établissements, des directeurs qui souhaitent temporiser, d'autres qui se disent il faut absolument que je sois prêt pour répondre à toutes ces exigences-là. Donc, et puis il y a une notion fortement de conformité réglementaire. Moi, ce que je rappelle souvent, c'est que tout ce travail-là, c'est aussi documenter sa conformité au RGPD, à la protection des données. On sait qu'aujourd'hui, le risque cyber est un risque qui n'est plus virtuel, qui est une réalité pour beaucoup de structures, et donc il vaut mieux s'être organisé pour être le plus possible en conformité. Un dernier mot, bien sur mon accompagnement, forcément, c'est sur tous ces éléments-là. Ça consiste d'abord à un état des lieux, l'élaboration d'un plan d'action, et puis un suivi de conformité des documents. La prestation type, c'est sur ces 3 journées de prestation. En fait, c'est une journée sur place et 2 jours à distance. Je dirais c'est le schéma un peu classique. En fait, on définit d'emblée les documents preuves qu'on va fournir et en fonction de l'organisation de l'établissement, mes interlocuteurs, c'est le directeur, le responsable informatique ou le responsable qualité. Et des fois, en fonction de la taille de l'établissement, ça peut même être la même personne qui assure ces 3 fonctions. Voilà. Donc, et l'idée, c'est que j'indique aux interlocuteurs ce que je conseille de mettre en place, et puis je valide les documents qui sont produits au sein de l'établissement. Et puis, bien sûr, il y a une réflexion un peu plus large sur l'organisation et la stratégie numérique de l'établissement. Voilà. Et ça varie, j'adapte en fonction de la maturité de l'établissement. Et s'il faut produire des documents aussi, je complète
la prestation. Voilà, merci de votre écoute. Oui, j'avais d'abord une question-remarque qui a remarqué que, à propos du DMP, que l'adhésion au DMP, c'était tout autant la volonté des patients que des médecins. C'était une remarque. Alors, une question pratique maintenant. Madame Limousin, nous avons candidaté au PEN, nous avons donc mis déjà en place tous les prérequis et donc payé notre éditeur. Peut-on en demander le remboursement par l'État? Alors, je vais essayer d'être objectif parce que vous voyez, dans ces cas-là, il y a la position de l'éditeur et la position de l'établissement qui est pas forcément la même. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les modules prévus dans le Ségur, c'est un module complémentaire, ce n'est pas l'ensemble. Si vous avez mis déjà en place un connecteur DMP, il y a de grandes chances que ce connecteur DMP mis en place avant ce début d'année soit un connecteur qui n'intègre pas encore l'INS. Donc, le connecteur qui va être financé par l'État, c'est une version, enfin une montée en version pour intégrer l'INS. Et pas uniquement, il y a aussi, ce que je vous ai indiqué, il y a Pro Santé Connect aussi qui va permettre de s'authentifier pour accéder aux solutions, quelle que soit une infirmière qui est sur plusieurs sites, elle pourra utiliser Pro Santé Connect pour se connecter aux différents DPI des établissements différents, vous voyez, ou un praticien qui est multisite. Donc ça, ces fonctionnalités, elles sont prévues dans ce qu'on appelle les DSR, donc les cahiers des charges pour les éditeurs. Et donc, ce n'est pas uniquement la fonction connecteur, il faut être objectif, le contenu, le cahier des charges est bien plus large que simplement envoyer un document dans le DMP. Et je vous ai dit aussi, ça intègre la messagerie sécurisée. Donc la même chose, intégration de l'INS dans les envois messagerie sécurisée. Donc, je ne pense pas qu'il va vous rembourser, en résumé. La question, on disait quand même, il intègre déjà l'INS, hein, pour précision qu'elle apporte. Alors, bon, ben c'est à voir. Hein. Maintenant, il y a une part négociation dans laquelle je ne rentrerai pas. Mais il y a des arguments pour dire que dans la version, il n'y a pas que l'INS. Je vous dis, il y a Santé Pro Connect également. Voilà. Donc, après, c'est une histoire de négociation. Et il y a aussi une autre chose, par exemple, alors ça, c'est les éditeurs, aujourd'hui, ils n'en sont pas encore conscients et il va falloir qu'il y ait une acculturation des établissements pour savoir effectivement quel est le périmètre de ce qui est payé. La problématique souvent avec les éditeurs, c'est d'avoir un tableau de bord des indicateurs Open et Ségur qui soient bien intégrés dans leur solution et qu'on ne se retrouve pas avec des extractions de fichiers qui soient difficilement exploitables. Alors, donc, dans la partie, le module PFI d'envoi est prévu que les éditeurs développent une partie de tableau de bord. Extraction aussi, ça n'empêche pas de faire des extractions, mais tableau de bord. Donc, mais là aussi, je me suis aperçu que les éditeurs n'étaient pas encore forcément au fait de cela. Je pense qu'ils sont dans une phase là, de développement. Et puis, on y verra certainement plus clair ensuite. Mais par exemple, le tableau de bord, il ne faudra pas qu'il soit facturé en plus. D'autres questions peut-être? Une question générale, Pascal. Moi, je suis de l'équipe 4, donc sur le terrain et en contact avec les adhérents. Est-ce que, pour avoir entendu certaines remarques de la part d'entre eux, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait équité de la répartition des budgets entre le secteur public et le secteur privé? Oui, normalement, c'est prévu. Donc là, c'est pour ça que j'ai parlé d'Open aussi. Le principe dans Open était une répartition d'emblée faite au niveau national entre les secteurs, équitable. Donc, et normalement, pas de fusion d'enveloppe. Donc, c'est prévu comme ça. Après, comme ça arrive au niveau ARS, tout dépend du niveau de transparence au niveau ARS. Et là-dessus, sur Open, on a vu des grandes diversités en fonction des régions. Donc, il faut, là, pour le coup, le message, c'est que les fédérations soient attentives à ce point-là.
Mais cette disparité, vous pouvez la remarquer comment? Il y a communication des dossiers qui sont accordés. Donc le calcul au préalable, lui, il est clair. La répartition est faite en fonction de l'activité combinée, secteur privé, public. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est ensuite dans la réalisation. Donc, il faut avoir la liste des établissements avec les montants pour voir si ça correspond bien à ce qui a été prévu. Voilà. Bon, moi, je vais partir du principe que les ARS respectent ce qui était prévu, mais ça n'empêche pas qu'ils nous montrent éventuellement que ça a bien été calculé. Ouais. Merci. En tout cas, c'est prévu d'emblée qu'il y ait cette répartition entre secteurs. Alors, juste un mot, c'est vrai qu'au niveau candidature, là, le premier volet, je crois que le ministère était un peu déçu du nombre de candidatures, mais moi, je ne suis pas très étonné. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, une réflexion. Actuellement, les établissements aussi sont dans la problématique RH, hein, beaucoup. On sort du Covid. Donc voilà, ça fait quand même un ensemble d'éléments qui explique et que certainement les choses vont s'accélérer un peu plus. Donc, mais c'est aussi une opportunité pour les établissements qui sont prêts, qui peuvent candidater. Je pense qu'il y a de grandes chances. Ça a été comme sur Hôpital Numérique et Open, les premiers qui ont déposé leur candidature, je dirais qu'ils sont passés plus facilement et le temps en passant, le niveau d'exigence dans l'analyse des candidatures forcément devient un peu plus important. Et si on n'est pas prêt, il n'y a pas urgence non plus. Merci, M. Loriot. Une intervention personnelle, je voudrais dire aux participants d'aujourd'hui que vendredi prochain, à la même heure, M. Loriot va intervenir, alors plus en direction des établissements médico-sociaux. Je sais que dans les participants d'aujourd'hui, il y a des directions qui s'occupent à la fois du secteur sanitaire et du médico-social. Donc, si M. Loriot peut nous en dire rapidement 2 mots pour essayer de montrer la sensibilité différente, s'il vous plaît. En fait, il y avait c'est un couloir différent. Vous savez, je vais revenir sur la présentation. Il y a un couloir différent pour les médico-sociaux. Donc, le schéma est nettement différent, en fait, en particulier pour eux, puisque ça inclut ce qu'on appelle le SMS numérique. C'est un programme qui là est la mise en place du dossier d'usager. On n'est plus sur le dossier DPI comme dans le secteur sanitaire, c'est le dossier d'usager. Donc le programme est très différent en fait. Et puis il y aura une partie aussi éditeur, spécification, mais qui est en cours de validation au niveau de l'ANS, c'est-à-dire le cahier des charges n'est pas encore complètement défini. Donc côté médico-social, on est plus sur comme la maturité est différente et plus faible, le programme s'est adapté et va évoluer beaucoup plus dans le temps. Là, on est sur une phase d'amorçage. Donc, avec un nombre limité pour l'instant qui peuvent candidater, et la généralisation, ça sera plutôt sur 2022. Par contre, l'INS, vous avez vu, le RNIV est un peu différent, un peu allégé, mais globalement, il va falloir quand même que les médico-sociaux mettent aussi leur organisation en conformité avec ce RNIV. Merci, M. Loriot. A priori, je n'ai plus de questions. Non, vous n'avez pas répondu à la question concernant la période de calcul des indicateurs. Vous avez évoqué 1 mois et Open, c'est 3 mois. 1 mois, je crois que c'était une dérogation suite au Covid. Alors pour Open, c'est effectivement, on est toujours dans le cadre de la dérogation. Donc actuellement, on peut calculer toujours sur 1 mois au lieu de 3 mois. Dans le Ségur, est d'emblée prévu que ce soit sur 1 mois. D'accord, merci. Sachant que
Alors, il y a comme pour Open, vous savez, il y a un guide des prérequis et un guide de l'usage. Le guide des prérequis Ségur, il est validé. Le guide d'usage du Ségur, c'est encore une version provisoire. Donc, il y a des éléments qui peuvent évoluer. Mais je ne pense pas sur cet élément-là que ça évolue. Donc, c'est bien un calcul sur un mois. Merci. Dominique, si vous êtes d'accord, nous allons conclure. Merci pour votre présentation très détaillée, très précise. Merci à vous tous. Je crois qu'il est temps d'aller se substanter. La semaine prochaine, vous pouvez aussi revenir si vous souhaitez, même pour le médico-social. Donc, avec grand plaisir, c'est ouvert. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, dans le chat. Donc, merci pour cette présentation. Merci Dominique. Vous avez les coordonnées de Dominique Loriot si vous souhaitez le joindre, son mail et son numéro de portable, ou Richard Odiger aussi.